Imaginons un instant un pays où 99,7 % des votes politiques sur des lois super cruciales sont décidés d'avance. Ouais, c'est un chiffre qui frappe, hein. Tellement. Et ajoutons à ça un appareil d'État qui préfère payer des dizaines de millions en amende avec l'argent des impôts plutôt que d'obéir à ses propres juges. Ça donne vraiment l'impression de parler d'un régime autoritaire lointain, là. Exactement, on pourrait facilement croire ça, mais en fait non, ce n'est pas de la fiction, c'est la Belgique. Aujourd'hui, on plonge dans un document explosif qui a été diffusé en mai 2026 par un collectif citoyen. Et la prémisse, dès la toute première page, donne le ton. Ils disent, et je cite, « La Belgique n'est pas une démocratie en crise, c'est un régime. » Et c'est une affirmation qui fige le sang, pour vrai, parce qu'elle est posée de manière purement clinique. Ce rapport-là, c'est pas un tract militant écrit sur un coin de table un dimanche après-midi, là. Non, c'est du lourd, on parle de 70 pièces à conviction. C'est ça, 70 pièces rassemblées sur 2 ans de travail acharné. Et ce qui est particulièrement redoutable dans leur approche, c'est que ces citoyens ne s'attaquent pas à une idéologie de gauche ou de droite. Ils sont hyper impartiaux là-dessus. Oui, ils écorchent autant le gouvernement de droite qu'ils appellent la coalition Arizona que les dynamiques des partis de gauche radicales comme le PTB. Absolument. Le but, c'est vraiment de s'attaquer à la mécanique même du pouvoir. Ils démontent la machine qu'ils appellent la particratie. La particratie, oui. C'est-à-dire la capture totale de l'État par les partis politiques eux-mêmes. Fait que, bon, décortiquons ça parce que l'angle d'attaque de ces citoyens m'a vraiment prise par surprise. Ils ne commencent pas tout de suite par pointer des lois ou des scandales financiers, ils s'attaquent au dictionnaire. Le pouvoir des mots. C'est toujours par là que ça commence. Exact. Ils s'attaquent à la façon dont le régime utilise le vocabulaire pour endormir la population. Le document offre une véritable traduction littérale des euphémismes politiques. Et c'est fou comment changer un seul mot modifie complètement notre perception de la réalité. Ben, c'est que le langage pacifie la critique, tiens. C'est super bien documenté en sciences politiques. Tant que tout le monde, y compris les médias, utilise les mots choisis par le pouvoir, on reste dans un cadre inoffensif. Ouais, ça glisse. Voilà. Prenons l'expression très célébrée du « compromis à la belge ». Ça sonne noble, ça évoque la vertu démocratique, la recherche d'équilibre. Mais le document citoyen traduit ça autrement, n'est-ce pas? Oui, eux, ils traduisent ça par arbitrage oligarchique. Parce que dans les faits, ce ne sont pas les élus du peuple qui négocient, c'est une poignée de présidents de partis. Des gens qui ne siègent même pas au gouvernement et qui décident de tout en coulisses. C'est capoté quand on y pense, et ça va plus loin. Ce qu'on appelle pudiquement la subvention aux partis, eux, ils le rebaptisent « capture des ressources publiques ». C'est beaucoup plus direct. Vraiment. Et ce qui est troublant, c'est de voir que derrière ces mots lisses-là se cachent des contradictions juridiques qui ont juste pas d'allure. Si on regarde l'article 42 de la Constitution belge, c'est censé être la base absolue de leur système. La fondation même de leur démocratie représentative. Exact. Cet article dit qu'un député représente la nation tout entière. En son âme et conscience, il n'est pas censé recevoir d'ordre de son parti. C'est ce qu'on appelle l'interdiction du mandat impératif. Ouais, le député doit être libre de son vote. Mais quand on se pense sur les chiffres réels de la discipline de vote, ben on tombe en bas de notre chaise. Les chercheurs l'ont résuré, hein? Sous le gouvernement Wilmès II, la discipline de vote au Parlement atteignait 99,73 %. Et c'est là que le vocabulaire sert de bouclier, comme on disait tantôt. C'est-à-dire? Ben, le régime appelle ça de la loyauté ou de la discipline de groupe. Ça semble presque être une qualité professionnelle, d'être un bon joueur d'équipe. Mais mathématiquement, ça cache une toute autre réalité. Mais justement, arrêtons-nous sur ce chiffre-là, le 99,33 %. Parce que statistiquement parlant, c'est une impossibilité absolue. On ne parle pas de s'entendre sur les grandes orientations d'un budget une fois par an. Non, on parle du quotidien législatif. C'est ça. On parle de centaines de députés sur des milliers d'amendements et de textes extrêmement pointus. C'est comme si, mettons, quelqu'un achetait un billet de loterie et gagnait le gros lot 50 fois de suite. Le hasard n'existe plus à ce niveau-là. Exact. À un moment donné, ce n'est plus de la chance ou du libre arbitre, c'est que la machine est truquée. Pour les citoyens qui ont rédigé ce rapport, ce n'est plus de la loyauté, c'est carrément l'aveu chiffré d'un crime constitutionnel. Et c'est exactement ce que la doctrine devrait appeler une fraude au mandat représentatif. L'élu n'est plus qu'un simple bouton poussoir pour son parti. Le fameux article 42, il est violé tous les jours. Bon, ça soulève une question évidente. Changer le vocabulaire pour protéger son image, c'est une chose. Mais les mots ne payent pas les campagnes électorales ou les salaires. Non, ça prend des fonds pour ça.
Comment une poignée de dirigeants réussit-il très concrètement à siphonner les ressources et le pouvoir d'un État moderne sans que tout s'effondre? Parce que j'imagine que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, vraiment pas. C'est le résultat d'une longue évolution historique que le document retrace d'ailleurs très bien. Ça remonte au 19e siècle avec un phénomène très spécifique à la Belgique, la pilarisation. La pilarisation? Ouais. OK, ça mange quoi en hiver, ça? Pour éviter que ce pays naissant, qui était très divisé, ne s'entre-déchire, l'État a délégué d'énormes pentes de la société civile à 3 grands piliers idéologiques: les catholiques, les libéraux et les socialistes. Ces partis-là ont littéralement commencé à encadrer la vie de leurs électeurs du berceau au tombeau. Donc, tes écoles, ton hôpital, ton syndicat, ta mutuelle de santé, tout dépendait de ta couleur politique. Précisément. Et à l'époque, faut l'avouer, ça a permis de pacifier le pays. Mais la mécanique vicieuse s'est installée. L'appareil politique a pris le contrôle direct des institutions qu'il finançait, et aujourd'hui, cette dynamique s'est métastasée en une captation massive. On parle de gros chiffres, là. Ah oui, selon le document, depuis 1989, c'est près de 4 milliards d'euros de ressources publiques qui ont été captées par ces appareils partisans. 4 milliards. C'est fou. Et pour donner une idée de l'ampleur, le financement par électeur en Belgique, il est 2 à 4 fois plus élevé que dans les pays voisins. C'est pas une petite différence. Puis ça ne se limite même pas aux subventions officielles. Moi, ce qui m'a fait sursauter dans les sources, c'est le fonctionnement des cabinets ministériels. On parle d'un système qui dépense 470 millions d'euros en pure consultance privée, juste à Bruxelles, sur une seule législature. Ouais, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance du travail gouvernemental. Mais c'est parce que pendant que l'administration publique subit des gels d'embauche, les politiciens contournent les règles en engageant des consultants externes pour faire le travail. Ça crée une espèce d'administration fantôme, hyper opaque, qui échappe à tout contrôle public. Le droit international qualifie souvent ça de moyen de financement occulte. Mais ce qui rend cette mécanique proprement indestructible, c'est son immunité légale. Ah oui, l'immunité. Les partis politiques belges ont un statut juridique qui défie l'entendement. Ce sont de simples associations de faits. Ils n'ont pas de personnalité juridique propre. Fait que, techniquement, c'est comme s'ils n'existaient pas aux yeux du Conseil d'État. C'est brillant d'un point de vue machiavélique pour vrai. C'est le crime parfait sur le plan institutionnel. C'est comme si, pendant un match de hockey, les joueurs d'une des équipes avaient le pouvoir de nommer les arbitres, gardaient le livre des règlements barrés dans leur propre vestiaire et pouvaient changer les règles des hors-jeux pendant qu'ils sont sur la glace. C'est une excellente image, ouais. Puis le pire, c'est que si jamais un juge réussit quand même à siffler une pénalité, il paie l'amende avec l'argent de la billetterie sans même aller au banc de pénalité. Le professeur de sciences politiques Bart Maddens, que le document cite abondamment d'ailleurs, il résume cette métaphore de façon cinglante. Il dit « Les contrôleurs et les contrôlés ne font qu'un ». C'est fou. La commission chargée d'auditer les dépenses électorales des partis est composée des parlementaires de ces mêmes partis. Ben voyons donc. C'est l'impunité institutionnalisée. Ce qui explique pourquoi, quand la justice ordonne à l'État d'agir, l'État choisit souvent la désobéissance assumée. Ah, les fameuses condamnations. C'est là que le cynisme du système atteint des sommets. On apprend que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique plus de 10 000 fois concernant la crise de l'accueil des demandeurs d'asile. Plus de 10 000 condamnations, c'est un volume industriel. Et l'État verse des astreintes plutôt que de respecter la loi. Même chose pour les nuisances sonores de l'aéroport de Bruxelles-National. 20 millions d'euros payés en pénalité. On utilise l'argent des contribuables pour acheter le droit de bafouer les jugements. Et c'est ce qui nous amène à la fracture la plus brutale de ce rapport. Si l'élite capte des milliards au sommet et s'achète une immunité légale, qui éponge le déficit à la base? Exactement. C'est bien beau de parler de lois et de milliards, mais il y a un coût humain épouvantable. Et le vocabulaire revient frapper ici avec ce qu'ils appellent l'État social actif. Encore un terme qui sonne bien. Ouais, très dynamique. Mais le rapport démontre que c'est devenu en réalité une architecture de la suspicion carrément dirigée contre les plus vulnérables. On assiste à ce que les sociologues nomment la violence administrative. Pendant que les partis s'exemptent de règles, le citoyen malade ou sans emploi, lui, il est soumis à une complexité bureaucratique étouffante. On leur demande de prouver qu'ils méritent de survivre, presque. C'est un peu ça. On transforme les médecins conseils en évaluateurs de rentabilité, on impose une digitalisation forcée des démarches à des populations souvent précaires ou peu familières avec ces outils-là. Et c'est là que j'ai eu une vraie illumination en lisant les notes.
Cette paperasse numérique infinie, ces portails web qui bug, c'est pas juste de l'incompétence gouvernementale? Non, ce n'est pas un accident. C'est un filtre délibéré. Les chercheurs expliquent qu'on crée volontairement ce qu'on appelle un non-recours au droit. On rend le processus tellement lourd, tellement compliqué que les gens finissent par abandonner. Ils renoncent à l'aide financière à laquelle ils ont pourtant droit. Et le pire, c'est la façon dont l'État comptabilise ça. Ah oui. Le ministère des Finances enregistre cet abandon d'un citoyen épuisé comme une rationalisation budgétaire. C'est glaçant. Ils dépendent financièrement de l'abandon des plus pauvres pour continuer à subventionner le sommet de la pyramide. C'est toute la puissance de la théorie de la rareté, tu sais. Ça a été conceptualisé par Mulanathan et Shafir et c'est repris de façon brillante dans ce rapport. Vivre dans la précarité accapare une telle largeur de bande cognitive, un tel niveau de stress constant que ça détruit littéralement la capacité de naviguer dans une administration hostile. T'as juste plus l'énergie pour te battre contre un formulaire de 40 pages. Exact. C'est une violence systémique et les conséquences sur la démocratie sont chiffrables. Aux élections 2024, dans un pays où le vote est supposément obligatoire, appelons-le, 23 % des électeurs étaient hors système. Presque un quart de la population. Un quart de la population qui a voté blanc, nul ou qui n'y est juste pas allé. Ils ont acté leur sécession, en fait. Mais face à un cynisme pareil, moi, je me demande toujours où sont les chiens de garde? Où sont les universitaires, les chercheurs, les professeurs de droit constitutionnel? Pourquoi ils ne dénoncent pas cette capture de l'État en criant sur tous les toits? C'est une excellente question et le document y répond. La complaisance académique est une pièce maîtresse du maintien de ce régime. Les intellectuels documentent la situation depuis des décennies. Ils publient de très belles thèses sur la particratie. Mais ils ne vont pas au bout des choses. Non. Le document citoyen dénonce leur posture de neutralité axiologique, c'est-à-dire qu'ils décrivent la mécanique avec une grande précision, mais ils refusent de franchir le pas et de la qualifier juridiquement de violation de la Constitution. Et ça, c'est toujours au nom de la sacro-sainte objectivité scientifique. C'est vraiment comme engager un vérificateur comptable qui découvre qu'un PDG détourne des millions de dollars, mais au lieu d'appeler la police ou de signaler une fraude, l'auditeur décide d'écrire un article de recherche évalué par ses pairs sur les techniques fascinantes et novatrices utilisées pour cacher l'argent. C'est une très bonne comparaison. Parce que, tu sais, utiliser le mot vol, ce ne serait pas assez neutre pour sa carrière académique. Ça n'a pas d'allure. La métaphore est dure, mais c'est exactement la critique qui est soulevée par les citoyens. En refusant de nommer le crime constitutionnel, l'Académie le normalise. Elle fournit au système un vernis de légitimité. Bon, le constant est lourd. L'Académie regarde ailleurs, les lois protègent le sommet, la bureaucratie écrase la base. Si on s'arrêtait là, ce rapport serait juste une raison de plus de sombrer dans le cynisme. Oui, on pourrait fermer le livre et déprimer. C'est ça. Mais c'est ici que l'approche citoyenne devient fascinante. Ils ne se résignent pas. Au lieu de proposer d'aller manifester sous la pluie avec des pancartes, ce qui, on va se le dire, marche rarement contre un système aussi verrouillé, ils proposent un plan de bataille juridique. Une vraie stratégie. Une attaque en pince qui utilise les propres armes et contradictions de l'État contre lui-même. C'est carrément une stratégie de guérilla légale. Le collectif a identifié 5 failles majeures dans le système juridique belge et européen et il compte s'y engouffrer. Plutôt que de lister toutes les lois une par une, on peut regrouper leur approche en 2 grands axes. OK, allons-y avec le premier axe. Le premier axe, c'est d'attaquer l'hypocrisie du financement de front. Exactement. Et c'est là qu'entre en jeu le fameux article 15 ter. Si je comprends bien l'argumentaire, la loi belge dit qu'on coupe les vivres aux partis politiques qui seraient hostiles à la Convention européenne des droits de l'homme ou qui menaceraient l'État de l'extérieur. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi la loi Quintin. Mais ils ont miraculeusement, et je fais des guillemets avec mes doigts, là, oublié d'inclure une règle pour couper le financement aux partis qui brisent la Constitution de l'intérieur, comme en forçant le vote de leurs députés, par exemple. C'est un angle mort législatif énorme. C'est ce que les juristes appellent une lacune extrinsèque. L'État s'est doté d'outils super puissants pour se protéger des extrémismes marginaux, mais finance abondamment les appareils qui vident sa propre constitution de sa substance. C'est une rupture d'égalité flagrante, et ça, on peut l'attaquer devant une cour constitutionnelle. C'est hyper malin, puis le deuxième grand axe de cette attaque en pince, c'est de s'en prendre au culte du secret et à l'auto-jugement du régime. Ils utilisent l'arrêt Mayer en Edski de la Cour européenne pour ça? Oui, parce que le droit à l'information est fondamental. Surtout que la Belgique, qui adore donner des leçons de droits humains à l'international, est classée 122e sur 139 pays pour ce qui est de l'accès à l'information publique. C'est quand même gênant.
Très gênant. Et pour briser l'auto-jugement, le document s'appuie sur une autre jurisprudence européenne, l'arrêt Mugemangango. Cet arrêt-là, c'est quoi au juste? Cet arrêt est crucial. La Cour européenne a statué qu'un Parlement ne peut pas être le seul et unique juge de la validité de ses propres élections. Ça prend un regard externe. Ah, je vois où ils s'en vont. Voilà. Les citoyens prennent cette logique-là et l'étendent. Ils disent un système partisan ne peut donc pas être le seul juge du respect de ses propres règles de financement. On ne peut pas être juge et parti. Logique implacable. Et la tactique la plus agressive qu'ils proposent, à mon avis, c'est d'engager la responsabilité civile de l'État pour faute du législateur. Et pour prouver cette faute-là, leur idée est d'appeler à la barre des politiciens qui ont fait défection. Le document cite des ex-membres du PTB, un parti reconnu pour sa discipline de fer, déjà comme Ndiki, Dupont ou Aïe-Taloua. L'idée, c'est de les faire témoigner sous serment. C'est ça, dans un tribunal civil pour qu'ils racontent comment fonctionne cette machine à broyer de l'intérieur. Mais là, il faut quand même qu'on se pose la vraie question. La guerre, là. C'est brillant sur papier, là. Mais le système s'est barricadé pendant un siècle. Ils ont des milliards, des armées d'avocats, le contrôle des institutions. Est-ce qu'une poignée de poursuites citoyennes dans des tribunaux locaux va pas juste se faire écraser? C'est l'objection classique, et c'est tout à fait légitime de se poser la question. Mais les auteurs du rapport en sont parfaitement conscients. Si ces actions juridiques étaient menées de façon isolée, c'est sûr qu'elles seraient étouffées, usées par des années d'appels et de procédures. Fait que c'est quoi leur botte secrète? La clé de voûte de leur stratégie, c'est qu'ils court-circuitent la justice locale en utilisant le levier de la honte internationale et des contraintes économiques externes. Leurs recours internes sont couplés à un échéancier de reddition de comptes supranational qui est extrêmement serré. C'est ça qui fait toute la différence. Ils n'attendent pas que le juge local se réveille, ils exportent le problème. Ils ciblent les dates très précises où la Belgique doit rendre des comptes à l'étranger, à commencer par novembre 2026. Oui, l'évaluation du Gréco. Le groupe anticorruption du Conseil de l'Europe, exact. La Belgique traîne les pieds depuis des années sur 16 recommandations anticorruption essentielles du Gréco. Si le pays ne s'y conforme pas d'ici cette date-là, il risque d'être placé dans une procédure de non-conformité publique. Et ça, c'est rare. Très rare. Jusqu'ici, ce genre de blâme public a été réservé à des États comme la Biélorussie. Pour un pays qui héberge la capitale de l'Union européenne, c'est un cauchemar diplomatique absolu. Et les citoyens vont s'assurer de fournir toutes les preuves de blocage aux évaluateurs européens. Ensuite, tu as l'examen périodique universel par l'ONU en 2027-2026. Au lieu de s'épuiser dans les tribunaux internes pour dénoncer la violence administrative dont on parlait tantôt, les ONG vont fournir directement des rapports parallèles à l'ONU. Ils contournent le filtre national. C'est ça, ils vont exposer la façon dont le pays prive ses propres citoyens vulnérables de leurs droits sociaux. Ça, c'est le levier de la honte internationale, mais il y a aussi le levier purement financier avec l'Union européenne d'ici 2028. La fameuse procédure de déficit public excessive de l'Union européenne, c'est très lourd, ça. La Commission européenne va forcer le gouvernement belge à faire d'énormes coupes budgétaires. Et le mouvement citoyen propose d'utiliser cet impératif économique-là comme une arme pour forcer la transparence. Comment ils vont faire ça? Quand Bruxelles va exiger de l'efficience et des coupes, les citoyens vont mettre sur la table les 470 millions d'euros gaspillés en cabinet ministériel opaque. Il devient politiquement intenable pour un gouvernement de justifier des coupes dans les hôpitaux ou la santé publique quand on lui met sous le nez l'existence d'une administration fantôme surfinancée. C'est d'une précision chirurgicale. On utilise la technocratie européenne pour étouffer la technocratie belge. Et tout ce calendrier de pression interne et externe culmine en 2029 avec ce que les auteurs appellent la triple convergence. 2029, c'est l'année charnière. On aura des élections, on aura le renouvellement complet du Conseil supérieur de la justice et on aura les échéances d'énormes dossiers climatiques comme l'affaire Climat-Sac. Fait que l'objectif n'est pas de gagner un procès magique qui réglera tout du jour au lendemain. L'objectif, c'est de créer une tenaille insupportable. Une pression de tous les bords. C'est ça. Si le harcèlement juridique interne des citoyens s'aligne avec l'humiliation institutionnelle externe de l'Europe et de l'ONU, on atteint ce fameux point de bascule. Le coût politique de maintenir l'opacité et l'arbitraire deviendra tout simplement plus élevé que le coût d'accepter une vraie réforme de la transparence. C'est vraiment la définition même de l'ingénierie inversée appliquée au militantisme.
On comprend beaucoup mieux la profondeur de ce travail citoyen. Il expose au grand jour un système qui ne tient que par le silence, par la résignation et surtout par l'épuisement cognitif d'une population. Une population qui a fini par intérioriser l'idée que c'est juste de même que ça marche la politique, tu sais. Le régime parie entièrement sur cette fatigue civique. Mais le fait même que ce rapport existe et soit diffusé montre que cette résignation n'est pas une fatalité. C'est littéralement un manuel d'instruction pour démanteler le coffre-fort. Et ça m'amène à une réflexion que j'ai eue en refermant toutes ces sources-là aujourd'hui. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent, peu importe le pays où l'on vit. Ce régime survit presque exclusivement parce que ses rouages sont cachés derrière des mots lisses, des procédures complexes et des euphémismes confortables. Le vocabulaire qui couvre la fraude, oui. C'est vraiment le ciment de tout l'édifice depuis le début. Alors, on peut se demander, et si la plus grande faille de n'importe quel système oligarchique, ce n'était pas l'arrivée d'un nouveau parti ou le résultat d'une nouvelle élection? Et si la plus grande menace, pour eux, c'était simplement que l'information systémique, la mécanique plate et ennuyeuse du pouvoir devienne soudainement lisible et accessible pour le citoyen moyen? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'illusion de la vertu démocratique n'arrive tout simplement plus à se cacher derrière son propre dictionnaire? La réponse est un peu dans le rapport, finalement. Quand les mots reprennent leur véritable sens, l'indignation ne peut plus être pacifiée. Le constat devient clair pour tout le monde et le changement devient inévitable. Ce n'est pas une démocratie en crise, c'est un régime. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces rouages complexes aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour décortiquer ensemble un tout nouveau sujet. À la prochaine! Bon, décortiquons tout ça. Imaginons un pays fondateur de l'Union européenne. Un pays super moderne, prospère, qui abrite carrément le Parlement européen et les plus grandes institutions du continent. Ouais, un pilier démocratique sur papier, tu sais. Exactement. Sauf que là, imaginons que la propre Cour européenne des droits de l'homme condamne ce même pays-là plus de 10 000 fois, que des instances internationales super sérieuses commencent à comparer son fonctionnement à celui de la Biélorussie. C'est complètement fou quand on y pense. Mais ça a l'air de la fiction politique totale. Mais c'est exactement le constat qu'on a sur la table aujourd'hui. Fait que pour l'exploration d'aujourd'hui, on plonge dans un document explosif de 70 pages. C'est sorti ce mois-ci, en mai 2026. Puis ça s'intitule, attends, je lis le titre exact, Topo, acte d'accusation contre un régime, Belgique 2024-2026. Et tu sais, le terme acte d'accusation, c'est vraiment pas utilisé à la légère par les auteurs. Ce manifeste citoyen-là, il pose une question qui dérange. Comment une démocratie super bien établie peut, être vidée de sa substance par en dedans pour devenir une technocratie intouchable? Oui, parce que le texte ne parle même plus d'une simple crise, là. Il dit carrément que le pays est devenu un régime. C'est le mot qu'ils utilisent, oui. Un régime autoritaire déguisé. Fait que notre mission pour cette analyse, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être novices sur ce sujet-là précis, c'est de comprendre la mécanique derrière cette accusation-là. On va retracer la scène de crime des 2 dernières années, décoder le vocabulaire, puis surtout, on va regarder les 5 fronts stratégiques que ces citoyens-là proposent pour reprendre le contrôle. Un vrai plan de match, dans le fond? C'est ça, mais avant de se lancer, c'est super important de clarifier une chose. On prend aucunement parti aujourd'hui. Ce document-là, il écorche toutes les familles politiques de la même façon, que ce soit à gauche ou à droite. Notre job, c'est juste de servir de miroir, d'analyser les faits et les arguments du texte pour que notre public puisse s'en faire sa propriété. C'est essentiel de le rappeler, ouais. Parce que les auteurs abordent la situation comme une enquête systémique. C'est pas une attaque partisane. Fait que pour bien comprendre l'ampleur du problème, faut regarder la chronologie récente. Disons de 2024 jusqu'à aujourd'hui, mai 2026. Puis le point de départ, la vraie racine du mal selon eux, c'est ce qu'on appelle la particratie. La particratie, c'est un terme qui revient tout le temps dans le topo. Mais tu sais, des partis politiques forts, on a ça partout. Même ici au Canada, avoir une ligne de parti, c'est la norme. Fait en quoi leur fameuse particratie est si différente pour qu'on parle d'un régime nazi? C'est que la ligne de parti normale, c'est une orientation. La particratie qu'ils décrivent ici, c'est la confiscation pure et simple du pouvoir par 5 présidents de parti. Puis le pire, c'est que ces 5 personnes-là n'ont aucune existence formelle dans la Constitution pour le pouvoir écrasant qu'ils exercent. C'est comme s'ils n'existaient pas légalement à ce niveau-là. Exact. Le document montre que le vrai pouvoir a complètement quitté le Parlement. Il s'est retrouvé à huis clos dans les bureaux de ces présidents-là. Pour te donner une idée, sous le gouvernement qu'on appelait Wilmès II,
Ils ont mesuré une discipline de vote au Parlement de 99,73 %. Attends un peu, là. 99,73% des votes suivent les ordres du chef sans bronger. Sans aucune déviation, hein? Statistiquement parlant, c'est juste impossible, tu sais. Des centaines d'élus qui sont censés représenter des régions différentes, avoir un libre arbitre, puis sont d'accord sur tout à presque 100%. Comment on force un niveau d'obéissance de même? On le force avec ce que le document appelle le mandat impératif. Sur papier, la Constitution belge interdit formellement d'imposer un vote à un député. L'élu est censé représenter la nation entière. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça pantoute. Donc, il contourne la Constitution? Pleinement. Les partis imposent des règles internes qui sont complètement draconiennes. On parle de lettres de démission pré-signées par les députés avant même d'entrer en poste, des obligations de donner une partie de leur salaire au parti, puis des menaces d'exclusion directe. Ah ouais, des lettres pré-signées, c'est intense! C'est ce qu'ils appellent la machine à broyer. Le texte documente des cas récents qui ont fait beaucoup de bruit au sein du parti PTB. Par exemple, il y a eu la défection de Andichi en 2024, celle de Dupont en mars 2026, puis Aïtaloua juste le mois passé, en avril 2026. Ça témoigne de cette pression insoutenable, là. C'est fou! Fait que c'est un peu comme si le conseil d'administration d'une compagnie, donc les 5 présidents, prenait toutes les décisions en secret, puis l'Assemblée des actionnaires, le Parlement dans ce cas-ci, était juste là pour faire la job de notaire puis tamponner les papiers. C'est exactement la bonne analogie. Le Parlement est devenu une simple formalité notariale, comme le disent les académiques cités dans le document. Puis ça s'est aggravé en février 2025, quand le gouvernement Arizona dirigé par Bart de Wever est arrivé au pouvoir. Le manifeste parle de l'installation d'une verticalité technocratique. Une verticalité technocratique, c'est-à-dire? Ça veut dire que toutes les grosses décisions, genre les réformes des pensions ou les gros budgets, elles sont même plus débattues ouvertement. Tout se règle dans un petit comité super restreint qu'on appelle le CERN. OK, le CAN. Faut que tu m'expliques ce jargon-là. C'est quoi ça, le CAN, concrètement? Le CERN, c'est le Conseil des ministres restreints. En gros, c'est un club super fermé avec le premier ministre puis les vice-premiers ministres de chaque parti au pouvoir. Ils s'enferment, ils trouvent un deal qui a été dicté par les présidents de parti, puis après, le Parlement doit juste voter la loi sans changer une seule virgule, sinon le gouvernement tombe. Fait que le démo démocratique est mort rendu là. Et dans cette chronologie-là, il y a une chose qui m'a fait vraiment sursauter. C'est l'attitude du gouvernement face à la justice. L'histoire avec l'ancien premier ministre Alexandre De Croo, l'affaire Climat-Sac. Ah oui, l'affaire du climat, c'est une illustration parfaite du sentiment d'impunité du régime. Ouais. Parce qu'en gros, si j'ai bien compris, la justice belge condamne l'État parce qu'il fait rien pour le climat, l'obligeant à respecter ses propres lois environnementales. Puis la rédaction du chef du gouvernement, c'est de dire publiquement que la décision de la Cour d'appel, c'est, je cite, « une pure perte de temps et d'énergie ». C'est ça. Un dirigeant qui disqualifie une décision de justice devant tout le monde, puis il n'y a aucune conséquence politique, c'est le symptôme clair d'une thrombose institutionnelle. Puis cette thrombose-là, elle bat des records mondiaux. En février 2026, ça a pris 513 jours juste pour former le gouvernement bruxellois. C'est dysfonctionnel au bout. Mais tu sais, pour déposer une accusation aussi grave contre tout un système, c'est vraiment là que ça devient fascinant. Ça prend des preuves, pas juste des anecdotes. Exact. Puis le document en donne, il verse 8 chiffres chocs au dossier, vraiment comme des pièces à conviction dans un procès. Bon, on a déjà parlé du premier, la preuve mathématique du manque de liberté, le fameux 99,73 % de discipline de vote. C'est quoi les autres? Le deuxième chiffre, c'est ce qui explique pourquoi les partis ont autant de pouvoir. C'est 4 milliards d'euros. Attends, 4 milliards d'euros, genre d'argent public? Ouais, d'argent public pur. C'est la somme qui a été captée par les appareils de partis depuis 1989. Mais comment ils font pour s'accaparer une somme de même? C'est parce qu'ils ont voté eux-mêmes les lois qui fixent leurs propres subventions, ce qu'on appelle les dotations là-bas. Ils ont monté un système où l'argent pleut à flot sur eux de façon disproportionnée, puis il n'y a aucun organe de contrôle vraiment indépendant pour vérifier comment ils gèrent ce pactole-là. C'est littéralement être juge et parti. Complètement. Puis cette opacité-là, ça attire les regards internationaux. Ce qui nous amène au 3e et 6e chiffre du manifeste. Le GRECO, c'est l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe. Et ils ont fait 22 recommandations pour améliorer l'intégrité en Belgique. OK, et le résultat? Fin 2025, 16 de ces 22 recommandations-là étaient toujours pas appliquées.
l'État refuse d'appliquer des règles anticorruption de base. Puis la conséquence, on la voit dans l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. La Belgique est tombée à un score de 69 sur 100 en 2024. C'est un creux historique. OK, fait qu'on a le contrôle total, l'argent, la corruption, mais les deux chiffres suivants montrent que même la justice est ignorée, non? Oui, on parle des condamnations en cours. Le document recense plus de 10 000 condamnations de l'État belge. 10 000! Ah mon Dieu! Par qui? Par la Cour européenne des droits de l'homme, puis par leurs propres tribunaux nationaux. Puis ça, c'est juste par rapport à l'accueil des demandeurs d'asile. Juste pour ça? Juste pour ça, l'État a l'obligation légale de loger ces gens-là. Il le fait pas. Fait que les avocats poursuivent, les juges condamnent l'État, puis l'État ignore les jugements, tout simplement. D'où un autre chiffre accablant. La Belgique, c'est le seul État membre de l'Union européenne, le seul à avoir reçu une recommandation spécifique sur son incapacité chronique à exécuter les décisions de ses propres juges. C'est capoté. Mais tu sais, je veux vraiment m'attarder sur le dernier chiffre parce que pour moi, c'est de loin le plus cynique de toute la gang. 20 millions d'euros. Ah oui, les astreintes, c'est ça. Le texte explique que l'État a payé 20 millions en pénalités financières parce qu'il refusait de modifier des routes aériennes super bruyantes au-dessus de Bruxelles. Attends, il est littéralement moins cher pour l'État de briser la loi avec l'argent de nos taxes que de régler le problème. Ben, c'est que ça défie la logique pour nous. Mais dans la logique du régime, c'est très rationnel. Modifier les routes d'avion, ça veut dire fâcher un groupe d'électeurs, ça demande du courage politique, puis ça fait perdre des votes. Fait que payer des amendes avec les fonds publics, c'est invisible, puis ça achète la paix. C'est pour ça que le texte appelle l'État un délinquant institutionnel récidiviste. Fait que la survie politique passe avant l'intérêt commun. Ça nous amène à un concept clé dont il parle, le policy feedback. C'est quoi la mécanique de ça? Les policy feedback, c'est de l'ingénierie sociale pure et dure. C'est quand les partis créent des systèmes sociaux, pas pour aider le monde, mais pour garantir leur propre survie financière puis fidéliser leurs électeurs. En Belgique, par exemple, beaucoup de services essentiels, genre l'assurance chômage ou la santé, c'est géré par des syndicats puis des mutuelles. OK, puis ça, c'est relié au parti. Exact. Ces organisations-là ont des liens historiques super forts avec les partis. Fait que l'État les finance, bien en retour, il bloque toute réforme qui pourrait menacer le pouvoir des partis. C'est une boucle fermée. Mais là, je comprends pas. Avec 4 milliards captés, des amendes payées pour désobéir à la Cour, une justice ignorée, comment ça se fait que le système s'effondre pas? Pourquoi les gens sont pas dans les rues tous les jours? Parce que ce régime-là s'appuie sur ce qu'ils appellent une architecture de l'impunité. Pour survivre, la particratie a besoin de complices. Des gens qui tirent pas les ficelles, mais qui détournent le regard. Comme qui? En premier lieu, la doctrine académique pacifiée. Les chercheurs, les profs d'université... Attends, les universités sont complices? Bien, selon le document, les académiques décrivent ce système-là depuis 50 ans. Ils savent très bien comment ça marche. Mais au nom de la neutralité scientifique, ils refusent de le condamner. Les auteurs disent que rester neutre devant un système abusif, bien, c'est une forme de pacification. C'est légitimer le problème en ne disant rien. Puis le document pointe aussi les médias, la presse fragmentée. L'analogie que j'ai en tête en lisant ça, c'est comme aller voir le médecin avec une toux, de la fièvre, puis des plaques sur le corps. Le médecin te donne 3 pilules différentes pour chaque symptôme, mais il refuse obstinément de te dire que tu as une maladie auto-immune qui cause tout ça. C'est une super bonne image. Le texte appelle ça la banalisation. La presse traite chaque gros scandale, l'affaire Publifin, le SAMU social, le Qatargate, comme des cas isolés. En pointant juste des individus corrompus, on empêche le public de voir que c'est le système entier qui est malade. Qui d'autre est complice dans cette architecture-là? Il y a les corps intermédiaires, comme les syndicats, qui protègent leurs acquis. Puis il y a la haute administration cooptée. Écoute bien ça, 56 % du personnel des cabinets ministériels wallons, c'est des fonctionnaires détachés. Fait que des employés de l'État qui s'en vont travailler pour les intérêts politiques d'un ministre, puis qui retournent à l'État après.
C'est une porte tournante, ouais. La ligne entre le parti et l'État n'existe plus. Puis le dernier complice, malheureusement, c'est l'opinion publique. Les gens sont devenus cyniques, c'est le fameux « ben tu sais, c'est de même, on peut rien faire ». Puis si t'oses critiquer le système en profondeur, ils déploient leur arme secrète, le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire. Mais historiquement, ça, c'est pas le principe pour isoler l'extrême droite puis l'empêcher d'avoir du pouvoir. À la base, oui, c'est un bouclier moral légitime, mais le manifeste montre que les partis traditionnels s'en servent maintenant pour se protéger eux-mêmes. Dès que quelqu'un critique la particratie, paf, on l'accuse d'être un dangereux populiste ou de faire le jeu de l'extrême droite. Ça tue tout débat systémique. Wow, c'est un verrouillage parfait de l'intérieur. Sauf que, de l'extérieur, la communauté internationale voit clair, non? Très clair, le procès international est déjà fait. L'ONG Civicus dit que l'espace civique belge rétrécit. L'organisme Economist Intelligence Unit les a classés comme une démocratie défaillante. La Cour européenne parle de défaillance systémique. Puis le pire, le Gréco les a mis sur la même liste de surveillance que la Biélorussie. C'est une humiliation totale sur la scène mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le système est verrouillé, ils ont l'argent, l'administration, les médias. C'est quoi la solution? Parce que ce document-là de mai 2026, c'est pas juste un cahier de chialage, là, tu sais. C'est un vrai manuel de résistance. Il liste 5 fronts stratégiques pour la riposte légale. Oui, puis ils insistent qu'il faut attaquer sur les 5 fronts en même temps. Le premier, c'est le front informationnel. Faut appeler un chat un chat. Quand 5 présidents décident de tout en secret, on arrête d'appeler ça le compromis à la belge, on nomme ça un arbitrage oligarchique. Changer le vocabulaire pour changer la perception. Le deuxième, c'est le front transmissif. Exactement. L'éducation populaire. Faut que la population comprenne comment la tuyauterie du système fonctionne pour plus être surprise à chaque nouveau scandale. Ensuite, il y a le troisième, le front suppléant. La société civile remplace souvent l'État défaillant, genre pour l'aide alimentaire. Le manifeste dit à ces citoyens-là, arrêtez de le faire en silence. Publiez combien ça vous coûte en temps et en argent pour faire la job de l'État, sinon vous subventionnez leur incompétence. Ah, ça, c'est fort. Arrêtez d'être la béquille invisible du gouvernement. Puis ça nous mène au 4e front, qui a l'air d'être le cœur de leur stratégie, le front contentieux, donc utiliser la justice. Forcer l'entrée judiciaire, oui. Utiliser la justice civile puis des lois comme la loi de 1989 ou la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information. Mais leur arme la plus redoutable, c'est d'exploiter en cours ce qu'ils appellent une lacune extrinsèque. Une lacune extrinsèque? Laisse-moi essayer de comprendre ça. Une lacune, c'est un vide, c'est quand il manque un bout de loi. Comment on peut poursuivre l'État pour une règle qui n'existe même pas? C'est ça la beauté de la chose. Une lacune extrinsèque, c'est quand le gouvernement crée une loi pour punir un truc, mais oublie volontairement de punir une situation similaire parce que ça l'arrange. Le document donne l'exemple de la loi de 1989. Cette loi coupe les fonds publics aux partis qui sont hostiles aux droits de la personne. Super. OK, logique. Sauf qu'ils ont écrit aucune loi pour couper les fonds aux partis qui violent la Constitution en imposant le mandat impératif à leurs députés. Ah, je vois. Fait que, vu que l'État fait exprès de ne pas écrire la loi qui empêcherait les partis de tricher avec le Parlement, ça crée un vide qui brise la démocratie. Les citoyens pourraient donc aller au civil, poursuivre l'État pour cette négligence-là, puis demander des dommages à intérêts. T'as tout compris. L'État respecte pas sa propre Constitution, ça devient une faute de responsabilité civile. C'est l'arme parfaite pour traîner le régime en cours puis frapper là où ça fait mal. Le portefeuille. C'est brillant, utiliser la faille du système contre lui-même. Ce qui nous amène au 5e puis dernier front, le front politique. Il vise la fin du cycle électoral, genre 2029. Ouais, parce que le but de toutes ces poursuites-là, puis de l'éducation populaire, c'est pas d'espérer que les politiciens aient une soudaine illumination morale. Le but, c'est de rendre le maintien du statu quo politiquement puis financièrement insoutenable d'ici 2029. Faut que ça leur coûte trop cher de rien faire. Fait qu'en résumé, le manifeste de 70 pages, c'est vraiment une mise en demeure structurée. C'est exiger qu'on mette enfin les vrais mots sur un système qui est délibérément opaque. Absolument. Puis il y a une dernière réflexion provocante dans le texte que je trouve fascinante. Le document prouve que ce système-là repose sur ce qu'ils appellent la violence administrative. C'est-à-dire? L'État fait des économies sur le dos des citoyens les plus vulnérables en rendant l'accès aux services sociaux incroyablement complexe. C'est la théorie de la rareté.
Le fardeau cognitif est tellement lourd que les gens épuisés abandonnent leur démarche, puis le gouvernement empoche ces économies-là. C'est d'une cruauté bureaucratique totale. Tu décourages les gens pour sauver de l'argent. Mais c'est là que le régime est aveugle. En 2024, le document souligne que 23 des électeurs, presque 1 sur 4, étaient déjà considérés comme hors système, refusant de voter même si c'est obligatoire en Belgique. Si la survie de ce système-là repose sur la fatigue administrative, que va-t-il se passer le jour où ce quart de la population va décider de faire une grève administrative généralisée? Wow. Imagine, ces gens arrêtent complètement de remplir des formulaires, bloquent les procédures fiscales, se déconnectent de l'appareil de l'État. Ce sera un court-circuit massif. Le système a besoin de notre docilité puis de nos impôts pour se payer ces 4 milliards. Si une masse critique décide de juste débrancher la prise administrative, la machine ne peut plus avancer pantoute. C'est la faille ultime que la particratie n'a jamais vu venir. Voilà de quoi vraiment réfléchir sur le pouvoir qui nous reste quand on pense qu'on n'en a plus du tout. Merci d'avoir plongé dans cette analyse super dense avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très bientôt pour continuer de décortiquer ce qui se cache derrière ces façades-là. Gardez l'œil ouvert. Bienvenue à The Debate, notre espace de discours et de perspectives croisées, où on analyse aujourd'hui les fondements mêmes d'un État. Imagine un Parlement où, mettons, 99 % des votes sont prévisibles d'avance. Ouais, ça sonne comme un régime autoritaire, là, mais... C'est ça. Ce n'est pas la Corée du Nord, c'est la Belgique, au cœur même de l'Europe. En fait, on est en mai 2026 et on se penche sur un document citoyen hyper fouillé qui s'appelle « Topo acte d'accusation contre un régime ». Un titre qui frappe fort, quand même. Absolument. Et ce texte-là ne décrit pas la Belgique comme une démocratie qui traverse une petite crise. Il la décrit comme une particratie. Genre, un système qui fonctionnerait en violation pure et simple de sa propre constitution. C'est une lecture qui force la réflexion, effectivement. Et la question centrale qu'on va essayer de démêler aujourd'hui, c'est de savoir si ce système politique belge, dirigé par 5 ou 6 présidents de parti, constitue vraiment un régime délibérément anticonstitutionnel. Est-ce qu'ils organisent leur propre impunité? Ou est-ce que c'est juste une évolution organique? C'est ça. Une évolution organique gravement dysfonctionnelle, on s'entend, mais basée sur des mécanismes historiques de stabilisation. Moi, en lisant ce matériel avec la lentille stricte d'une juriste constitutionnaliste, je suis convaincue qu'on fait face à un délinquant institutionnel récidiviste. Un système qui viole l'article 42 de sa Constitution, puis qui le fait au détriment des citoyens les plus précaires. Oui. Moi, j'aborde la question sous un autre angle. Je suis d'accord que les faits sont graves, là, mais je soutiens, en m'appuyant sur la doctrine constitutionnaliste, que ces dynamiques-là sont surtout les effets collatéraux d'un système de consociation historique. Ce n'est pas une fraude délibérée. Commençons par la base d'abord. Si on regarde l'ingénierie même de la Constitution belge, on a l'article 42. C'est la clé de voûte, tu sais. Ça dit les membres des 2 chambres représentent la nation et non uniquement ceux qui les ont élus. Le fameux mandat libre, exact. Exactement. Ça interdit à un élu d'être la marionnette de son parti. Juridiquement, le texte est toujours là. Mais politiquement, selon le topo, il est mort. Le document, c'est une statistique de Frédéric Verleden qui, sincèrement, fige le sang de n'importe quel juriste. Tu parles des votes sous le gouvernement Wilmès II. Oui. Le taux de discipline de vote de la majorité atteignait 99,73 % sur un panel de 1823 votes. Ah, c'est un chiffre qui frappe l'imaginaire, c'est sûr. Mais c'est plus que ça, là. Une telle unanimité sur des centaines de lois différentes, de la santé à l'économie, c'est mathématiquement impossible par libre arbitre. Ce n'est pas un bel esprit d'équipe, c'est l'aveu mathématique d'un crime constitutionnel. Et on utilise le mot « compromis » pour cacher ce qui est au fond un arbitrage oligarchique. Je vois pourquoi tu penses ça, mais faut faire preuve d'un peu d'humilité intellectuelle face à l'histoire de ce pays-là. Oui, 99,73 %, c'est impressionnant. Ça a l'air totalitaire, si on le regarde hors contexte. Tu trouves que c'est justifiable? Mais la doctrine académique belge refuse de qualifier ça de violation légale. Pourquoi? Parce que le droit regarde la mécanique formelle. Tant que le député a techniquement le choix d'appuyer sur le bouton rouge ou vert, mais on ne peut pas dire que l'article 42 est formellement violé. Mais voyons, c'est jouer sur les mots façon spectaculaire.
C'est genre comme dire que quelqu'un qui a un fusil sur la tempe a techniquement le libre choix de donner son portefeuille. C'est une métaphore forte, mais c'est là qu'il faut comprendre l'héritage d'un dispositif qui a littéralement sauvé l'État de l'éclatement. Historiquement, la Belgique, c'était une société extrêmement fragmentée. Elle a survécu grâce à la pilarisation. Attends, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent moins ça, quand tu parles de pilarisation, tu veux dire que la société était divisée en silos étanches. C'est exactement ça. Imagine une société où tu évolues toute ta vie dans ton pilier. Catholique, socialiste ou libéral. Tu vas à l'école de ton pilier, tu vas à l'hôpital de ton pilier. Ça aurait pu mener à une guerre civile. Exact. Fait que les élites de ces partis ont organisé la pacification par le consensus au sommet, la consociation. L'opacité qu'on voit aujourd'hui, c'est la mutation de cette recherche de compromis. Ils verrouillent les votes pour pas que les accords sautent au Parlement. Puis ça maintient aussi le cordon sanitaire contre l'extrême droite. Oui, je comprends l'argument historique. C'est fascinant. Mais on n'est plus au 19e siècle. Hein. Ce mécanisme de survie, c'est devenu un monstre qui a capturé l'État. Tu trouves pas le mot « monstre » un peu fort? Pas quand on regarde comment la Belgique se mesure aux standards européens. Ce n'est pas juste une vision locale. Le Conseil de l'Europe, via le Gréco, son organe anticorruption, vient d'aligner la Belgique sur la Biélorusse au titre du mécanisme de non-conformité. Oui, j'avais vu ça. Tu sais, on parle d'un État fondateur de l'Union européenne qui se retrouve avec la dernière dictature d'Europe. Et ajoute à ça la Cour européenne des droits de l'homme, avec l'arrêt Tomenko contre l'Ukraine. La suprématie du parti sur l'élu, c'est illégal en droit européen. C'est un argument convaincant, mais as-tu songé au fait que l'opacité intraparlementaire n'empêche pas la Belgique d'être classée à 96 sur 100 par Freedom House? Mais le Gréco, c'est quand même un indicateur massif, non? Et pourquoi le Gréco a déclenché ça? C'est à cause de retards bureaucratiques sur 16 recommandations techniques, genre des registres de lobbyistes. Le mécanisme de vote reste intact. Comparer la Belgique à la Biélorussie sur cette base-là, c'est un raccourci qui dramatise trop, je trouve. Un retard bureaucratique, je crains que ce soit exactement le langage anesthésiant que le document dénonce. Mais si c'est si flagrant, pourquoi les tribunaux belges n'interviennent-ils pas? Pourquoi cette architecture de l'impunité reste en place? C'est là qu'on entre dans les failles procédurales. Ce n'est pas un complot, c'est une impasse historique. Les partis politiques, en droit belge, n'ont pas de personnalité juridique. Ce sont des associations de faits. Des associations de faits. Qu'est-ce que ça implique concrètement, là? Ça veut dire qu'ils échappent presque totalement au Conseil d'État. Et pour la Cour constitutionnelle, l'article 42 se trouve dans le titre 3 de la Constitution qui gère l'organisation des pouvoirs. La Cour n'a juste pas la compétence pour contrôler le titre 3. Donc, la Cour, qui est censée protéger la Constitution, n'a carrément pas le droit de vérifier si le Parlement respecte ses propres règles. Exactement. Mais ça, c'est un héritage de 1831, la séparation stricte des pouvoirs. C'est des lacunes institutionnelles, pas une zone de non-droit sciemment organisée aujourd'hui. Écoute, je comprends pourquoi tu penses ça, mais permets-moi de t'offrir une perspective différente. C'est peut-être un héritage, mais ils s'en nourrissent. L'autocontrôle est institutionnalisé. Prends la Commission de contrôle des dépenses électorales. Depuis 1989, les partis ont capté 4 milliards d'euros. Et qui compose cette commission? Bénéficier des subventions? C'est comme concevoir un coffre-fort pour l'argent public et donner la combinaison légale aux voleurs. Et la loi Quintin de 2025 le prouve. L'État utilise un glaive pour interdire les ingérences externes, mais oppose un bouclier d'autonomie pour ses propres violations. Ouais. Je t'accorde que le mélange des genres à la commission de contrôle, c'est toxique pour la confiance. Ça, on s'entend. Mais dire que 4 milliards ont été captés, ça oublie pourquoi le financement public existe. Pour éviter la corruption? C'est ça. Avant 1989, c'était des valises de cash. Le financement visait à acheter l'indépendance des partis. Oui, ils sont devenus accros à l'argent de l'État, mais prêter une omniscience machiavélique à ce système, c'est aller trop loin. Mais le maintien de ce système a un coût humain épouvantable. Pour financer cette technocratie verticale, le gouvernement Arizona les 470 millions en consultance. D'où vient l'argent? Tu vas parler de la politique sociale. Oui, le document détaille la violence administrative. L'État externalise le coût sur les précaires. L'État social actif est devenu une architecture de suspicion. Fait que la bureaucratie pour les médecins conseils de l'INAMI ou les critères des médaillés s'est rendue tellement complexe que ça sature la charge cognitive des gens. Le non-recours au droit. Exact.
Et le cynisme, c'est que l'État enregistre ces abandons comme de la rationalisation budgétaire. C'est une politique punitive d'État pour payer l'impunité au sommet. Mais attends, je remets en doute cette causalité directe. Que la pauvreté crée de l'anxiété et une syndémie grave, c'est documenté par l'Observatoire de l'INAMI. C'est alarmant, mais affirmer que cette austérité a pour but direct de financer McKinsey ou les partis, c'est un raccourci rhétorique, non? Vraiment. Tu penses que c'est pas lié? L'État fait face à une procédure européenne de déficit excessif pour 2026-2028. C'est la pression de Bruxelles sur la dette qui explique la rigueur, indépendamment de la particratie. La pression budgétaire est réelle, mais la répartition, c'est un choix politique. L'État choisit de frapper les plus faibles. Et ma preuve ultime, c'est la crise de l'accueil. L'État a accumulé plus de 10 000 condamnations par la CEDH et les tribunaux belges pour avoir laissé des demandeurs d'asile à la rue. C'est clair que le contentieux de l'accueil, c'est désastreux. Plus de 10 000 décisions. Un État qui refuse d'appliquer 10 000 décisions de justice, c'est un régime qui fait un calcul froid. C'est moins cher de payer des astreintes que de respecter les droits humains. Je l'accorde, c'est indéfendable. Mais encore une fois, le modèle montre de graves dysfonctionnements, oui, mais ces rouages, la discipline partisane, les cabinets trouvent leurs racines dans une tradition de compromis. Il faut des réformes immédiates, c'est évident, mais on ne peut pas juste balayer ces systèmes d'un revers de la main. Mais la complaisance doctrinale et le silence médiatique, qui couvre les scandales de façon isolée, ce n'est plus tenable. Là-dessus, on converge totalement. Le silence n'est plus tenable. Surtout à l'approche du rapport de progrès du Gréco en novembre 2026. Ça va être un vrai test. Absolument. Fait que, pour résumer ma position, les preuves statistiques, les condamnations de la CEDH, les failles procédurales, tout démontre l'existence d'un régime qui sacrifie l'État de droit et ses citoyens les plus fragiles pour s'auto-reproduire. Et de mon côté, je maintiens que bien que ça nécessite un ménage majeur, on a affaire aux mutations dysfonctionnelles d'une mécanique historique complexe et non à une simple escroquerie constitutionnelle. Bien, ça donne beaucoup à réfléchir. On invite nos auditeurs à aller consulter le matériel source, le topo, pour se forger leur propre opinion sur la santé démocratique de ces institutions. C'est essentiel pour bien lire la politique, ouais. Merci de nous avoir rejoints à D-Debate. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse en profondeur. Quand on pense à une démocratie en difficulté, en général, on a tous ces images de films qui nous viennent en tête. Des trucs assez spectaculaires. Ouais, des chars dans les rues, des élections annulées en pleine nuit, ce genre de choses. C'est ça, des journalistes arrêtés en direct à la télé. Bref, c'est bruyant, c'est hyper visible et c'est indéniable. Absolument. L'inconscient collectif, il s'attend toujours à une rupture hyper nette, une bascule vraiment brutale entre l'état de droit et l'autoritarisme. Sauf que, imaginons un instant une toute autre scène. On est en mai 2026. On parle d'un État membre fondateur de l'Union européenne, un pays qui au passage héberge la majorité des institutions européennes. Le cœur de l'Europe, quoi. Exactement. Une nation qui s'autorise très régulièrement et sans aucun complexe à donner des leçons sur l'état de droit à des pays comme la Pologne ou la Hongrie. Et pourtant, ce même État, il vient tout juste d'être comparé à la Biélorussie par le Conseil de l'Europe. Et ça, dans le cadre d'une procédure officielle de non-conformité. Cet État, c'est la Belgique. Le contraste est juste vertigineux. D'un côté, on a ce symbole diplomatique par excellence, et de l'autre, un avertissement institutionnel super sévère qui d'habitude est réservé aux régimes autoritaires assumés. C'est clair, c'est un grand écart absolu. Et c'est exactement pour ça que notre exploration d'aujourd'hui est hyper importante. On va plonger dans un corpus documentaire massif qui vient de sortir en ce mois de mai 2026. Le fameux document appelé le topo. Voilà, le topo. C'est présenté comme un véritable acte d'accusation citoyen. Et je précise d'emblée, pour notre public, qu'il ne s'agit pas d'un vieux tract politique rédigé sur un coin de table. Non, c'est une compilation très rigoureuse. On parle de 70 documents de recherche, des rapports d'instances internationales, des analyses juridiques pointues. Ouais, et juste pour être parfaitement clair, avant d'entrer dans le vif du sujet, les sources qu'on va analyser, elles mentionnent explicitement des acteurs politiques de tous bords. Le document cite des partis spécifiques, genre du PTB à la NVA, il parle de figures comme Bart de Wever et aborde des politiques de gauche comme de droite. Et c'est important de rappeler que notre approche ici, elle est d'une neutralité clinique. Tout à fait. On n'est pas du tout là pour prendre parti ou critiquer l'une ou l'autre de ces idéologies. On s'en tient aux faits du document. Voilà, l'objectif de cette analyse, c'est pas de distribuer des bons points ou de faire du populisme anti-parlementaire. C'est de faire de l'ingénierie inversée, en fait. On démonte le moteur,
pour comprendre la mécanique du système. Ok, décortiquons tout ça. Le cœur de cette recherche, il tente de démontrer comment un système démocratique glisse vers ce que les constitutionnalistes appellent une particratie. Et le mot est faible. Grave. Et le point clé, c'est que ce glissement, c'est pas un accident de parcours, c'est une construction délibérée. On parle d'un régime où 5 présidents de partis, qui n'ont littéralement aucune existence formelle dans la Constitution, ils exercent le pouvoir réel. Et pour comprendre comment on capture un État entier comme ça, les documents nous montrent un point de départ assez inattendu. Le vocabulaire. Ah oui, le langage. C'est ça. Pour anesthésier la vigilance des gens, la première étape, c'est de modifier les mots qu'on utilise. Le langage, c'est vraiment la première arme de ce régime. Si on veut maintenir l'illusion d'une démocratie, il faut renommer la réalité. Exactement. C'est une stratégie de désarmement. En utilisant des thèmes qui ont l'air vertueux, le système rend toute critique complètement inaudible pour le citoyen moyen. En lisant ça, je me disais, c'est comme si des preneurs d'otages rédigeaient eux-mêmes le manuel de gestion de crise de la police et qu'ils appelaient leur braquage un dialogue résidentiel prolongé. Forcément, personne vient les déloger. C'est une super métaphore. Prenons un mot qu'on entend tout le temps. Par exemple, le compromis. Ah, la base de la politique. Sur le papier, oui. Mais le topo démontre que, dans cette particratie, ce qu'on appelle un compromis gouvernemental, c'est en fait un arbitrage oligarchique. Ouais, des décisions prises en vase clos. Voilà, par quelques personnes non élues à ces fonctions, et ça s'impose ensuite au Parlement. Un autre exemple encore plus flagrant, c'est la discipline de groupe. Ou la discipline de parti. Mais ça, quand on l'entend, on se dit, c'est plutôt bien, non? Ça sonne comme un vrai esprit d'équipe, une qualité professionnelle. L'emballage est séduisant, c'est clair. Mais juridiquement parlant, cette expression, elle masque ce que le droit constitutionnel qualifie de mandat impératif prohibé. Ah oui, carrément. En gros, on remplace un concept qui est littéralement une violation de la Constitution par un terme managérial hyper inoffensif. Ce qui nous amène direct à un des trucs les plus fous de notre pile de documents, la preuve mathématique de cette violation. Il parle beaucoup de l'article 42 de la Constitution. Le fameux article 42. Pour que ce soit clair pour tout le monde, cet article, c'est le cœur nucléaire de la démocratie représentative. Il dit que les élus représentent la nation tout entière, pas juste les gens qui ont voté pour eux. Et encore moins le parti qui les a placés sur une liste, oui. C'est ça. C'est la garantie que le député vote librement en son âme et conscience. C'est le principe du mandat libre, en fait. Sans ça, le Parlement n'est plus un lieu de débat, c'est juste une chambre d'enregistrement. Sauf que là, les chercheurs ont pris les statistiques réelles des votes, ils se sont basés sur les données du CRISP, et les chiffres sont, c'est sidérant. Tu m'étonnes. Sous un récent gouvernement fédéral, le taux de discipline de vote au sein de la majorité était de 99,73%. 99,73. C'est énorme. Mais bon, attendez, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Si je rentre dans un parti, c'est que je suis d'accord avec eux. C'est pas juste logique que 99% des élus du même bord votent la même chose. C'est l'argument classique de défense, mais ça tient pas la route quand on regarde la mécanique derrière. Sur toute une législature, on vote des centaines de textes hyper complexes, hyper variés. Ouais, des trucs très locaux parfois. Exactement. Des sujets où les députés devraient naturellement avoir des avis différents. Obtenir près de 100% de conformité sur des années, c'est pas une convergence d'idées naturelles. C'est statistiquement impossible, quoi. C'est impossible, à moins d'avoir une coercition structurelle. Et les documents expliquent bien comment ça marche. Les élus doivent signer des chartes de fidélité avant même d'être candidats. Et s'ils obéissent pas? Il y a des menaces claires. Ils peuvent être exclus des listes futures ou perdre leur place dans des commissions bien payées. Donc c'est pas un accord, c'est de la soumission. Le mandat libre est mort. Donc la Constitution dit que le député est libre, mais les maths prouvent qu'il est forcé. Du coup, la question qui tue, que fait la justice? Si un braquage a lieu tous les jours devant les caméras, la police finit par débarquer. Pourquoi les juges frappent pas du poing sur la table? Parce que le système s'est construit un bouclier juridique parfait. L'ingénierie institutionnelle là derrière est juste fascinante. En droit belge, les partis politiques n'ont pas de personnalité juridique propre. Comment ça? Ils ont choisi de rester de simples associations de faits. C'est exactement le même statut juridique qu'un groupe d'étudiants qui organise un barbecue dans son quartier. Attendez, quoi? Les entités qui dirigent le pays ont le statut juridique d'un club de pétanque? Littéralement. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils sont invisibles pour la justice administrative. Le Conseil d'État, son job, c'est de juger les actes des autorités administratives. Mais comme un parti n'a pas le statut d'autorité légale, le Conseil d'État peut rien faire. C'est fou. Et la Cour constitutionnelle?
Son mandat est super limité, il contrôle juste des lois spécifiques. Donc attaquer une dynamique de parti pour violation de l'article 42, ça rentre pas dans les cases. Ils ont organisé leur propre impunité. Ce bouclier d'invisibilité, ça leur permet de contourner la loi au clem. Mais pour maintenir un système pareil et forcer la discipline, faut beaucoup d'argent, non? Oh que oui. Et c'est là qu'on rentre dans ce que l'analyse appelle les 3 boucles infernales. C'est un engrenage redoutable. La première boucle, c'est le financement, c'est ça? Et les montants sont dingues. Ils parlent de 4 milliards d'euros captés par les partis depuis 1989. 4 milliards! C'est clairement pas de l'argent de poche, pour faire des tracts. Comment ça circule, cet argent? C'est un mécanisme circulaire. L'État donne plein d'argent public aux partis. Eux, ils s'en servent pour dominer l'espace public, genre en achetant des tonnes de pubs sur les réseaux sociaux. Ce qui étouffe les petits nouveaux. Voilà. Et ils achètent des biens immobiliers aussi. Du coup, l'élu, il sait très bien que sans les millions de son parti, il sera jamais réélu. Il est dépendant de la structure. Mais le clou du spectacle, c'est le contrôle. Oui. Qui vérifie tout ça? Doit y avoir une Cour des comptes ou des auditeurs indépendants? Pas du tout. La commission de contrôle des dépenses électorales, elle est composée de parlementaires. Des bénéficiaires eux-mêmes, donc. C'est ça. Les contrôleurs sont les contrôlés. C'est un cartel qui s'autorégule. Chaque député qui vote les budgets garantit que l'argent va continuer à couler pour son propre parti au tour suivant. Ce qui nous amène à la deuxième boucle, l'opacité. S'ils contrôlent leur argent, ils veulent pas qu'on vienne fouiner. Et là, il y a cette loi de mai 2024. Ah, la fameuse loi sur la publicité de l'administration. Sur le papier, ça sonne bien. Mais ils ont glissé une exception dedans. Un truc qui s'appelle l'exception de stratégie politique. Cette petite ligne, c'est une arme de dissimulation massive. Ça permet de cacher légalement tous les documents et mémos qui passent entre les ministres et les présidents de parti. La vraie décision, elle se prend dans une boîte noire. Et en parlant des ministres, les cabinets ministériels, c'est une autre forme de financement occulte. En Wallonie, on découvre que 56% du personnel de ces cabinets sont des fonctionnaires détachés. C'est énorme. Concrètement, ça veut dire quoi pour les gens? Ça veut dire qu'un fonctionnaire qui devrait bosser pour l'administration publique, de manière neutre, il est transféré dans un cabinet politique. C'est nous qui payons son salaire via l'administration générale, mais il passe tout son temps à servir l'agenda d'un ministre et de son parti. Donc l'État se fait siphonner ses propres ressources humaines? C'est exactement ça, une armée de l'ombre au service des partis. Et là où ça devient vraiment sombre, c'est la troisième boucle, la boucle de la violence administrative. Les documents utilisent un concept super intéressant, la théorie de la rareté. Oui, alors là, on touche à l'humain. C'est pas un agent de l'État qui te crée dessus à un guichet, C'est la complexification volontaire de l'accès aux droits sociaux. En gros, on rend les trucs impossibles à remplir. Voilà. Imagine une personne hyper précaire qui a droit à une aide médicale. Soudainement, l'État exige que tout passe par un portail numérique super complexe. Il faut un lecteur de cartes, des codes, rassembler des certificats qui périment vite. Et passer devant des médecins de l'INAMI qui demandent encore plus de papier. Pour quelqu'un qui a déjà du mal à payer ses factures, c'est l'Everest. Et c'est ça, la théorie de la rareté en sciences cognitives. Quand tu es dans la précarité, juste survivre au quotidien, ça sature complètement ton cerveau. T'as plus la bande passante pour gérer un labyrinthe administratif. Du coup, les gens l'abandonnent. Ils s'auto-excluent. Le non-recours au droit explose. Et le pire, c'est comment l'État interprète ça, d'après les documents. Ce qui est fascinant ici, c'est le cynisme du truc. L'État voit le nombre de bénéficiaires baisser. Et au lieu de s'alarmer, il présente ça dans ses tableaux Excel comme une magnifique rationalisation budgétaire. Ah ouais, c'est glaçant. Le coût humain n'est pas un accident, c'est la variable d'ajustement. Sans les millions économisés sur le dos de ces gens-là, le sommet du système pourrait pas financer ces énormes cabinets et son train de vie. L'un paie pour l'autre, quoi. Et le résultat de cette rupture du contrat social, c'est les chiffres de 2024. Le vote est obligatoire, mais 23% des électeurs se sont mis hors système. Par l'abstention, le vote blanc ou nul. Est-ce qu'un quart de la population qui participe même plus à la mascarade? Face à ça, face à ces lois d'opacité, on se tourne vers l'extérieur. Que dit la communauté internationale? On a parlé du Conseil de l'Europe au début, mais globalement. Le diagnostic international, il est connu depuis un bail, et il est sans appel. Prenons la Cour européenne des droits de l'homme, la CDHE. C'est pas une petite ONG de quartier, c'est la plus haute juridiction supranationale. Et elle dit quoi? Elle a condamné la Belgique plus de 10 000 fois. 10 000 fois, juste sur le sujet de l'accueil des demandeurs d'asile. Il parle de défaillance systémique. 10 000 condamnations?
C'est pas possible? Si, si. Un autre exemple, c'est les nuisances aériennes de l'aéroport de Bruxelles. L'État est condamné par ses propres tribunaux. Et sa réaction? Volontariat. Il préfère prévoir un budget de 20 millions d'euros pour payer des astreintes, plutôt que de respecter la loi et réformer les routes. L'illégalité devient juste une ligne dans le budget. Exactement. Et Transparency International a carrément fait chuter le score de corruption à 69 sur 100, un vrai niveau d'alerte. Mais il y a un truc que je capte pas. Si un pays d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est se prenait 10 000 condamnations et budgétisait son illégalité, ce serait partout dans les médias internationaux. Il y aurait des menaces de sanctions. Pourquoi ce silence sur la Belgique alors? Le document pointe un triple bouclier diplomatique. Le premier, c'est purement géographique. Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. Ah ouais, donc on va pas mordre la main à notre beau propriétaire, quoi. C'est très coûteux politiquement pour la Commission européenne d'attaquer le pays qui l'héberge. Le deuxième bouclier, c'est sémantique. Le mot particratie n'a pas vraiment d'équivalent en anglais. Du coup, les critiques sont éparpillées. Voilà, un rapport parle d'un peu de népotisme, un autre d'opacité, mais personne ne nomme le monstre dans son ensemble. Et le troisième bouclier, ce sont les organismes comme Freedom House. Ce qui note les démocraties. Oui. Le truc, c'est qu'ils mesurent surtout la mécanique de l'élection elle-même. Ils vérifient que l'isoloir est bien fermé et que l'urne est sécurisée. Et vu que l'infrastructure est propre, Ils valident. Ils regardent la carrosserie de la voiture, elle est magnifique. Ce qu'ils voient pas, c'est qu'une fois les élus au Parlement, le moteur est vidé par les partis. n'empêche, ce silence diplo, ça n'efface pas les condamnations et les astreintes. Le dossier du Gréco sur le manque de registre des lobbyistes, par exemple, ça s'empile. Ce qui amène à la vraie question. Si son blindé de l'intérieur est protégé à l'extérieur, on fait quoi en tant que citoyen? On regarde le train s'écraser? Le postulat du topo, c'est qu'aucun système n'est parfait. À force de construire cette forteresse juridique, la particratie a créé ses propres failles, des vraies contradictions dans la loi. Le but, c'est de transformer la frustration en stratégie de contre-attaque. Et dans cette stratégie, il y a un truc bruyant concernant la loi Quentin de 2025. L'État s'est littéralement tiré une balle dans le pied. Ah, ça c'est une trouvaille juridique géniale. Pour résumer, cette loi permet à l'État de couper le financement des organisations radicales qui menacent les principes démocratiques. Sur le principe, on est d'accord. Mais le document montre l'ironie de la situation. L'État utilise cette arme contre les groupes extérieurs tout en continuant à financer grassement ses propres partis internes, qui violent tous les jours l'article 42 sur le mandat libre oui. C'est ce qu'on appelle retourner la force de l'adversaire contre lui-même. C'est la faille de la cohérence. Devant un juge, tu peux pas justifier qu'on ruine un groupe pour atteindre à la démocratie tout en organisant l'atteinte à la Constitution chez toi. Et il y a cette autre faille, la symétrie de l'article 15 ter. Comment ça marche ça? Cet article encadre le financement des partis. Il dit qu'on doit couper les vivres à un parti hostile aux droits de l'homme. Très bien. Sauf que le législateur a curieusement oublié d'appliquer la même sanction pour un parti qui viole la Constitution belge, genre en imposant le mandat impératif. C'est pratique. Très. Mais pour des juristes, ce silence, c'est une lacune fautive qu'on peut attaquer au tribunal. D'accord, l'angle est super intelligent. Mais bon, soyons réalistes 2 secondes face à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si les partis nomment les juges et qu'ils sont des associations de faits intouchables, ces beaux procès citoyens, ils vont pas juste s'écraser contre un mur, non? C'est l'objection numéro 1 et elle est hyper pertinente. Dans un État capturé, le droit tout seul, ça sert à rien. Faire un procès isolé, ce serait suicidaire. Et c'est pour ça que la stratégie demande d'attaquer sur 5 fronts en même temps. Ok, comment on articule ces 5 fronts en pratique? C'est une réaction en chaîne. Le premier front, c'est l'information. C'est la fameuse bataille du vocabulaire. Si la population n'appelle pas le problème une particratie, personne ne soutiendrait une action en justice. Faut utiliser les bons mots. Voilà. Ensuite, le deuxième front, c'est la transmission. Sortir ces concepts des amphis d'université et les enseigner aux jeunes adultes. Pour que les boucles de financement soient connues de tous, quoi. Et le troisième front? Ça, c'est la suppléance. Face à la violence administrative, on a plein d'associations et de citoyens qui font le boulot de l'État, comme gérer l'accueil des réfugiés ou l'aide alimentaire. Ouais, la société civile. Mais la consigne, c'est que ça suffit plus de juste remplacer l'État. Il faut facturer politiquement ce remplacement. À chaque fois qu'une ONG fait le travail, elle doit chiffrer publiquement le coût pour prouver que l'État s'enrichit sur son dos. Ah, malin. Et cette facture sert de munition pour le 4e front.
le contentieux. Tout à fait. Avec ce soutien public, on lance des actions en justice hyper ciblées. Pas un grand procès romantique contre le système, mais on aide un élu dissident privé de son mandat libre ou on pose des questions préjudicielles qui bloquent leur financement. Et le cinquième et dernier front, C'est le politique, c'est l'aboutissement. Avoir des propositions de loi déjà prêtes pour rétablir la transparence pour le moment où le système va finir par vaciller. et justement ce vacillement il approche. Les sources parlent d'un calendrier très serré, avec plein d'échéances qui arrivent. Des examens de l'ONU, les rapports du Gréco, les procédures de déficit de l'Europe, tout ça converge vers une année charnière, 2029. C'est ça. L'idée forte ici, c'est de comprendre que le régime, il ne va pas tomber suite à une grande révolution dans la rue. C'est un simple calcul de coûts et de bénéfices. Donc, à quel moment il cède? Au moment précis où le coût politique du statu quo, payer les amendes de la CEDH, gérer le gouffre budgétaire, se prendre des procès de tous les côtés, coûtera plus cher au président de parti que d'accepter une réforme. C'est de la chirurgie civique. Mais au fond, pour les gens qui nous écoutent et qui ont suivi toute cette dissection, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi comprendre le financement des cabinets belges ou l'article 42? C'est vital, peu importe le pays où on vit. C'est une excellente question. Parce que ça nous donne un vrai radar en fait. Quand on capte ces mécanismes, on peut repérer les mêmes symptômes chez nous. On reconnaît la violence administrative cachée sous la fameuse optimisation digitale. On repère la capture de l'argent public. On voit les mots glisser quand on appelle un chantage une solidarité de gouvernement. C'est la boîte à outils parfaite. Ça nous rappelle que la démocratie, elle meurt pas toujours dans le bruit et la fureur. Souvent, elle s'éteint au silence, très légalement, dans une petite commission parlementaire où ceux qui contrôlent l'argent sont les mêmes qui l'empochent. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale, un trait vraiment vertigineux avec lequel j'aimerais laisser notre public. Je vous écoute. À force d'avoir peur des coups d'État violents ou des leaders ouvertement extrêmes, on regarde peut-être pas du bon côté. Et si le plus grand danger pour nos démocraties modernes, c'était pas une menace autoritaire spectaculaire, mais plutôt notre propre résignation. C'est-à-dire? Cette petite voix dans la tête de millions de citoyens qui voient l'opacité, qui comprennent que le jeu est truqué, mais qui finissent par se dire, à quoi bon, c'est comme ça changera jamais. L'apathie, quoi. Voilà. Est-ce que cette apathie collective, cette absence de réaction, c'est pas, au bout du compte, le ciment le plus solide qui permet à n'importe quelle oligarchie de prospérer tranquillement? Launch key inserted. Roger. On my mark. Rotate launch key to set. 3, 2, 1.